Après avoir martelé pendant 5 jours qu'il n'y avait pas de risque pour la santé, le gouvernement semble bien en peine d'évaluer les véritables conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Un flou qui laisse la place à tous les commentaires et les fake news. Le professeur André Picot, chimiste spécialisé en toxicologie, nous apportera des précisions dans cette édition. Manque de moyens, nombre de suicides records, violence au quotidien, les policiers tirent la sonnette d'alarme. Réunis à Paris, les forces de l'ordre font entendre leur colère au milieu d'une séquence où le ministère les met à contribution depuis des mois. Après plus de 7 mois de grève aux urgences en France, c'est au tour d'une centaine de personnalités d'adresser une lettre ouverte au président pour l'alerter sur la situation. Un geste solidaire qui dénote également que les services d'urgence se dégradent partout et pour tout le monde. Madame, Monsieur, bonsoir. Les incertitudes se multiplient autour de l'affaire Lubrizol. Mardi, la préfecture de Seine-Maritime a dévoilé l'inventaire des substances entreposées dans les bâtiments de l'usine de Rouen au moment de l'incendie. Des éléments loin de faire la lumière sur les conséquences réelles de la catastrophe. Explication Thibaut Bastide. C'était la première revendication des habitants de Rouen, connaître la liste des produits qu'ils respirent depuis l'incendie de l'usine Lubrizol. 5 jours après la catastrophe, le gouvernement a donc répondu à la requête. Ainsi, mardi, en début de soirée, la préfecture de Seine-Maritime a publié sur son site internet l'ensemble des produits entreposés dans l'usine au moment de l'incendie. 5253 tonnes de produits chimiques ont été détruits par les flammes, dont plus de 60% d'additifs multi-usages, mais aussi 13% d'améliorants de viscosité. Le reste inclut du détergent, de l'huile vierge ou encore du dispersant, tous trois aux alentours de 4%. Des termes techniques totalement incompréhensibles pour le commun des mortels. Le professeur André Picot, chimiste expert en toxicologie, nous apporte des précisions. Ce sont ce qu'on appelle des composés organophosphorés, c'est-à-dire des composés faits et de carbone et de phosphore, qui est en général à l'état de, par exemple, dans tous ces produits-là, c'est des phosphates. Vous voyez, alors c'est des mêmes familles que les insecticides organophosphorés, le parathion, le malathion, qui sont interdits à l'Union européenne depuis déjà pas mal de temps. Mais c'est aussi la même famille que, par exemple, les gaz de combat, le sarin, le taboun. C'est tout ça ce qu'on appelle des esters phosphoriques. Et donc ça, c'est quand même méchant. Et bon, quand ça brûle, ça, la partie organique, bon, ça donne du gaz carbonique et de l'eau, et puis des particules. Mais par contre, la partie phosphorée, elle s'oxyde, elle donne de l'acide phosphorique. Et comme donc c'est très très chaud, on est entre, je sais pas moi, 500 000 degrés, et bien ça se déshydrate, ça perd son eau, l'acide phosphorique, et ça donne de l'anhydride phosphorique, qui est un produit très irritant, qui a cette odeur âcre, vous savez que les gens... Mais bon, j'ai aucune preuve. Je dis ça parce que je suis chimiste et que je connais ces odeurs, c'est tout. Des composés potentiellement dangereux auxquels il faut ajouter la présence avérée d'amiante dans l'usine au moment de l'incendie. Si le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours a affirmé qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air, il n'en reste pas moins étonnant de retrouver de l'amiante, un matériau hautement toxique et interdit en France depuis de nombreuses années, dans une usine classée Seveso. Pourtant, les autorités publiques poursuivent leur stratégie du « tout est sous contrôle ». En effet, dans la foulée, la préfecture a précisé que tous les produits n'étaient pas dangereux, la dangerosité dépendant de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de l'exposition aux produits. Comprendre, il n'y a pas de risque, mais un petit peu quand même. Une nouvelle tentative pour rassurer la population de la part du gouvernement, des agents anti-anxiogènes, comme le souligne André Picot. C'est-à-dire que vous savez, le rôle, et c'est son job du préfet ou de Buzyn ou de tous ces gens, ce sont des agents anti-anxiogènes. Leur seul boulot, c'est pas de panique, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Quand on voit quand même que la population de Rouen est quand même très traumatisée, c'est tout à fait normal, puisqu'on leur dit pas réellement ce qui a brûlé, alors que immédiatement le préfet et tous les gens au courant avaient la liste des produits, puisque c'est des listes officielles qui sont données par les inspecteurs des sites classés.
qu'est-ce qu'il y a comment? Alors bon, ils peuvent toujours dire oui, mais c'était peut-être pas stocké. Ah oui, peut-être, ça, oui. Et donc on est dans l'incertitude, on sait rien, comme on dit. On nous cache tout, comme dit la chanson. On nous cache tout, pourtant le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est défendu ce mercredi matin, estimant que les autorités sanitaires n'avaient aucun intérêt à cacher quoi que ce soit. En réalité, le gouvernement n'a pas besoin de cacher les informations, puisqu'Agnès Buzyn le concède elle-même, personne ne sait exactement ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. En effet, si la liste des produits a été dévoilée et que l'effet de leur combustion peut être à peu près évalué, les interactions entre les différentes substances reste quant à elle peu prévisible. Sur ces points cruciaux, l'État n'est effectivement pas en mesure d'apporter de réelles réponses. Un terrible aveu après avoir martelé pendant 5 jours que l'air était parfaitement respirable. Si d'un côté le gouvernement, en quête de paix sociale, tente de minimiser le potentiel impact sanitaire de l'incendie, de l'autre, c'est la course au scénario catastrophe donnant lieu parfois à une prolifération de fake news. Une prolifération qui résulte également d'un manque de confiance envers le gouvernement et les autorités publiques. De quoi laisser planer un immense flou après l'épais nuage noir. De la colère et du désespoir. Le moral n'est pas au beau fixe dans la police. Ce mercredi, à l'appel de tous les syndicats des forces de l'ordre, une manifestation était organisée à Paris. L'objectif, faire pression sur le gouvernement qui n'a que trop tiré sur la corde. Reportage Géraud Dufayet. À situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Cela faisait plus de 15 ans que l'ensemble des syndicats de police dans toute la France n'avaient pas lancé d'appel à la manifestation. Une manifestation qui devait clamer la colère de ces forces de l'ordre, pris en tenaille entre les ordres du ministère de l'Intérieur et des moyens réduits à peau de chagrin. En plus de la violence à laquelle ils sont confrontés au quotidien dans leurs opérations, les policiers sont désormais face à un véritable fléau dans leur propre rang. Une explosion du nombre de suicides, avec déjà plus d'une cinquantaine depuis le début de l'année. La première colère, on va dire, c'est celle des 51 collègues. Les 51 collègues qui ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. C'est du jamais vu en si peu de temps. Ça nous rappelle des temps anciens où déjà il y avait eu une vague de suicides dans les années 2000, début des années 2000, en 2001 précisément. Ce qui avait voulu, d'ailleurs, ça avait valu déjà une marche de la colère. On voit que depuis, ça n'a pas changé, ça prend le même chemin. Oui, c'est frustrant. Encore une fois, ce mot de frustration revient systématiquement. Et forcément, on est des êtres humains et la machine ne tient plus le coup. Arrive un moment, c'est les dépressions. C'est des heures et des heures, autant d'heures supplémentaires de dépression au final que l'on a dans la police. Mais pas écoutés. Mes collègues ne sont pas écoutés. Il y a vraiment un mal-être, que ce soit dans les conditions de travail, que ce soit sur le terrain. Il y a vraiment un mal-être. On n'est plus respecté par la population. Effectivement, il n'y a plus ce qu'on appelle la peur du gendarme. On ne demande pas, le policier ne demande pas à ce que la population ait peur de nous, du tout, mais qu'elle ait confiance en nous et qu'elle ne soit pas qu'elle se laisse pas manipuler par les réseaux sociaux qui aujourd'hui font beaucoup de tort. Alors oui, on a beaucoup de policiers aujourd'hui qui se font attaquer. Ah mais il y a un ensauvagement de la société et surtout derrière, l'État paraît faible. La France paraît faible aux délinquants. Et donc à partir de là, il se croit tout permis et il n'hésite pas effectivement à agresser les policiers, à agresser les pompiers, à agresser tout ce qui représente l'État, afin qu'ils se retirent et qu'ils puissent instaurer leurs lois dans les quartiers les plus difficiles. Donc il y a un profond mécontentement. Pour moi, c'est une bombe à retardement au sein du ministère de l'Intérieur. Et j'ai déjà adressé les messages à M. Castaner. Il faudrait arrêter de nous mépriser et de nous mettre sur la touche. Les fonctionnaires dénoncent des conditions de travail indignes. Le rythme effréné, en partie à cause des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes, ne leur octroie plus qu'un week-end libre sur 6. Une fatigue qui s'ajoute au sentiment d'être méprisé avec des heures supplémentaires impayées qui se comptent par millions. À cette coupe déjà pleine, la réforme des retraites qui devrait impacter plus de la moitié des policiers est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, les revendications sont multiples. Nous souhaitons plus de moyens pour la police nationale afin d'assurer un service public de qualité pour l'ensemble de la population. Nous souhaitons également une meilleure prise en compte du dialogue social dans la police nationale et une amélioration en fait, du management. Et enfin, nous souhaitons une réponse pénale beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ferme de la part du ministère de la Justice contre les délinquants et surtout les récidivistes.
on n'en peut plus des rappels à la loi. Eh bien, nous avons appelé à ce rendez-vous car mes collègues sont fatigués, sont épuisés. Il y a un manque évident de considération et de respect à l'endroit de mes collègues. Aujourd'hui, nous avons 23 millions d'heures supplémentaires non payées. Nous avons également 52 suicides. Aujourd'hui, on souhaite également s'attaquer à notre statut des retraites. Et cette manifestation qui est inédite à l'appel de notre organisation syndicale, tous les corps de la police nationale sont rassemblés. Eh bien, nous souhaitons être entendus. Mais au-delà d'être entendus, nous voulons des actes forts par notre président de la République. La réforme de retraite qui pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête et qui, si l'on en croit le régime universel par points qui devrait être mis en place, pourrait nous faire perdre les quelques spécificités, j'ai bien dit spécificités, non avantages, que nous connaissons encore, puisque qui pourrait imaginer aujourd'hui un policier de terrain courir derrière les voleurs à 64 ans. Des gilets jaunes étaient également présents pour venir crier leur colère et dénoncer les violences policières. On notera notamment la présence de la figure du mouvement, Éric Drouet. Là, ils sont venus manifester pour leur droit de travail, enfin leurs conditions de travail. Mais leurs conditions de travail, c'est aussi les ordres qu'ils perçoivent chaque week-end, donc ils devraient aussi en parler. J'espère qu'ils en parleront. Nous, on est venus là faire acte de présence pour pas qu'on nous oublie, pour pas qu'on oublie toutes les violences qui ont été faites envers les Gilets jaunes. Face à l'accumulation des mouvements de contestation qui grondent partout dans le pays, l'État se trouve face à une situation délicate. En temps d'insurrection, rien ne serait pire que de subir une large défection parmi les forces de l'ordre. Après 7 mois de grève dans les services d'urgence hospitalière, c'est au tour d'une centaine de personnalités de se mobiliser. Dans une lettre ouverte, il s'adresse à Emmanuel Macron pour alerter sur une situation catastrophique dans les hôpitaux français. SOS Hôpital en détresse. Une centaine de personnalités viennent d'adresser une lettre ouverte au président de la République pour alerter sur la situation catastrophique des hôpitaux français. Une initiative qui entre en résonance avec la grève des personnels soignants en cours depuis mars dernier, soit plus de 7 mois dans plus de 250 établissements français aujourd'hui. Il faut dire qu'avec une fréquentation des urgences multipliée par 2 en 20 ans, les défis à relever ne manquent pas. Le ministre de la Santé a désigné une petite équipe, 2 médecins libéraux, un médecin et une infirmière du SAMU, pour dresser un rapport sur le service d'accès aux soins. Cette équipe projet, comme l'a nommé Agnès Buzyn, a 2 mois pour faire ses propositions. Avec un budget de 340 millions d'euros sur les 750 millions du plan d'urgence, le service d'accès aux soins a pour objectif, à peine camouflé, d'orienter les patients pour qu'ils ne se ruent pas aux urgences au moindre bobo. Pour ce faire, un numéro unique pour appeler les services de secours d'urgence pourrait être mis en place, sans que l'on comprenne bien la différence avec l'actuel 112, qui cohabite déjà avec le 15 ou le 18. Quoi qu'il en soit, tout semble s'orienter vers une multiplication des prises en charge en amont des urgences, mais pas réellement des urgences elles-mêmes. L'objectif, s'attaquer à la saturation, l'un des principaux points d'achoppement du système actuel. Un mal qui a d'ailleurs été mis en évidence par plusieurs drames de patients décédés avant même leur prise en charge par un médecin dans les couloirs. Et si les personnes les plus aisées nourrissent souvent l'idée que leur parcours de soins sera facilité, la lettre ouverte des 108 personnalités à Emmanuel Macron va peut-être permettre de secouer les esprits des décideurs. En réalité, la dégradation des services d'urgence publique est aujourd'hui telle qu'il est de plus en plus difficile de passer à travers, riches ou moins riches. Et cela, même Richard Boringer, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon et d'autres l'ont intégré. Ils réclament essentiellement plus de moyens pour les urgences, exhortant l'État à sortir du dogme politique de la contrainte budgétaire. Revalorisation des salaires, augmentation du personnel, ouverture de lits. Les demandes des stars rejoignent bien celles du personnel gréviste, mais pas un mot sur les violences de certains patients ou la multiplication des revendications communautaristes, y compris dans les situations d'urgence vitale. Au-delà d'une augmentation du budget alloué, d'autres pistes pourraient également être envisagées. En effet, en juin 2019, Lamine Garbi, le président de la FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, poussait un cri d'alarme à contre-courant. Les 126 services d'urgence privés répartis en France tournent en sous-régime à 50% de leur capacité, alors même que les patients n'ont pas davantage de frais à avancer. En effet, le tiers payant fonctionne comme dans le public et les interventions liées aux urgences n'ont pas de dépassement d'honoraires. Une piste pas chère que les régulateurs du 15 devraient peut-être prendre en compte. Et à présent, on poursuit avec l'actualité en bref et Floriane Janin.
L'inventeur de la Kalachnikov fête ses 100 ans. Soldat soviétique inventeur du célèbre fusil AK-47, Mikhail Kalachnikov, décédé en 2013 et proclamé héros national par le Kremlin, aurait eu 100 ans. Pour le centenaire de son anniversaire, un des musées de Moscou a fait venir la collection de musées Kalachnikov installée à Izhevsk dans l'Oural. L'occasion pour le grand public moscovite de découvrir cette arme star réputée pour sa solidité, désormais plébiscitée par les terroristes et les trafiquants de drogue. L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, mais ça se cache dans les murs. À Saint-Brieuc, en Bretagne, un trentenaire en pleine rénovation de son appartement a fait une sacrée découverte. Des liasses de billets lui sont littéralement tombées dessus, cachées entre le mur et l'isolation. Le trésor en francs représente un peu plus de 11 000 euros. Malheureusement, le petit pécule de 70 000 francs n'est plus échangeable. De quoi faire un nouveau supporter du Frexit. Hong Kong, bientôt scène de guerre civile. Les manifestations qui durent depuis 4 mois viennent de monter d'un cran dans la répression. Mardi, pour la première fois, un manifestant a été blessé par balle par la police. Une escalade qui démontre bien le point de non-retour auquel les mouvements de protestation sont arrivés. Des manifestants auraient également jeté du liquide corrosif sur des policiers. Des affrontements violents qui ont eu lieu quelques heures à peine après la célébration par Xi Jinping et Carrie Lam d'un gigantesque défilé militaire. Place Tiananmen à Pékin pour le 70e anniversaire du régime chinois. Le sarcophage volé du prêtre Nedermank retrouve son nid au Caire. Ce sarcophage de près de 1,80 m date d'environ un siècle avant Jésus-Christ et avait été volé en Égypte en 2011. L'imposant objet avait été vendu pour 3,5 millions d'euros au prestigieux muséum métropolitain new-yorkais en 2017 par un marchand d'art français après avoir entre autres transité par Dubaï. C'est une enquête menée conjointement par les autorités américaines, égyptiennes, allemandes et françaises qui a ensuite établi que l'objet avait bien été dérobé par une organisation criminelle. Il vient de retrouver son écrin naturel et a été présenté à la presse ce mardi au Musée national de la civilisation égyptienne. Les militants de droite au bord du gouffre se raccrochent au RN. 57% des sympathisants des Républicains seraient en effet favorables à une alliance avec le Rassemblement national. Toutefois, pour ce rassemblement de la droite, ce n'est pas la figure de Marion Maréchal qui vient en premier lieu dans ce sondage Odoxa, mais Nicolas Sarkozy. Pour les sondés, il serait le mieux à même d'incarner le rassemblement. Notons que l'immigration est le thème de préoccupation principale chez ces sympathisants de droite, tandis que c'est le pouvoir d'achat qui inquiète le plus les autres Français. Et ben voilà, c'est les aléas du pas direct. Dans un instant, découvrir un document exclusif. Parallèlement à la sortie du 2e tome de ses mémoires, Jean-Marie Le Pen a accordé un long entretien à TV Liberté, une véritable page d'histoire. François Brignot me dit, écoute Jean-Marie, il faudrait que tu rentres en politique parce que le gaullisme c'est fini, De Gaulle est mort, il n'y a pas de problème, c'est terminé. Et il y a une partie à jouer pour les nationaux, etc. J'ai dit, écoute, écoute, on peut faire une réunion. Et nous sommes, ces différents conciliabules aboutissent à une espèce de réunion avec Georges Bidault, qui était le président du 2e CNR. Il avait été du 1er pendant la guerre. Et là, c'était le CNR de l'Algérie française. Et Alain Robert, qui était le secrétaire général d'Ordre Nouveau. Retrouvez également Perles de culture. Anne Brassier évoque les films La vie scolaire, Un jour de pluie à New York, Jeanne et Que Dieu m'y garde, le procès de Jeanne d'Arc de Patrick Buisson. Elle reçoit ensuite la peintre animalier Chantal de Crisset, puis Irène et Antoine du groupe Les Brigandes. Tout de suite, retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
y a 2 ans environ, une affaire locale a fait quelques bruits. Figurez-vous que le président du Conseil général, maire de sa commune au nord du département, un homme de 59 ans, sortait, comme on dit, avec une stagiaire étudiante, master en sciences sociales, en droit, de 30 ans, sa cadette, déjà. Et jusque-là, personne ne lui reprochait quoi que ce soit dans ce domaine, même pas sa fille, apparemment, dont la maîtresse en question était la grande copine, ce qui, sur le plan psychanalytique, ressemble un peu à un inceste par procuration, mais c'est une autre histoire. Bref, jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que notre élu, là, faisait discrètement campagne pour qu'on crée une maison de pays au bord d'une nationale fréquentée, près d'un château célèbre, et tout le monde s'est dit au début, il cherche à caser sa jeune maîtresse, c'est pas possible. Il veut lui faire attribuer un emploi public, un truc sur mesure. Et déjà, c'était pas très beau, mais après tout, c'était pas un délit. Et puis peu à peu, on s'est aperçu que le monsieur en question avait une idée très précise sur le lieu où devait être créée cette fameuse maison de pays. C'était d'anciennes écuries placées au bon endroit, près de la bretelle entrée-sortie de l'autoroute, avec une assez jolie vue sur un lac artificiel. Et là, il se trouve qu'une feuille de chou très locale, du genre canard enchaîné, qui s'appelle en fait la Becca sans pégué, a sorti cette affaire. La maîtresse du type venait de signer une promesse sous condition d'achat pour les 2 bâtisses 6 mois plus tôt, et apparemment elle aurait, pour obtenir son prêt, expliqué au banquier que c'était déjà plié, que la maison de pays allait s'installer dans ses locaux après quelques travaux. Et donc le loyer, donc le remboursement, était garanti. Là, on imagine, parce que l'enquête ne l'a pas encore dit, que le maire Nabab, là, de 59 ans, a téléphoné au banquier, ou plutôt lui a parlé lors d'un cocktail à la préfecture, parce que le banquier a consenti ce prêt de 500 000 € quand même, sans sourciller le moins du monde. Donc, réunion, gueuleton, et en effet, la fameuse maison de pays s'installe dans un bien que le département loue à sa propriétaire, laquelle aura amorti son prêt dans 10 ans, rien que sur les loyers, avec un apport personnel minuscule dont je ne connais pas le montant. Donc pour une fille de 30 ans, c'est quand même un assez bon début dans la vie. Après moult protestations dans la Becca sans pégué, les gens s'émeuvent en ce moment, on décide de lancer une enquête dont le parquet se saisit très vite. Oui, parce que j'ai oublié de dire que ce type-là faisait partie des cadres de ce qu'on appelle la Macronie. Et que donc, le parquet a pris la main tout de suite pour bâcler une conclusion selon laquelle il n'y aurait pas de suite. Et ensuite, lors du fameux grand débat, derrière l'écran de fumée présidentielle, là, on a vu notre sexagénaire au premier plan, à Souillac, qui hochait la tête à tout ce que disait le président. Et les gens se sont dit, pour qu'il nous fasse un faillotage pareil, il faut que l'affaire ait été enterrée sur ordre. Eh bien, elle l'avait été, mais manque de peau, le parquet, qui, comme chacun le voit, est aux ordres du pouvoir exécutif en France, a été doublé par un juge d'instruction qui, lui, fait son travail et qui vient de déterrer le dossier. Du coup, notre nabab local en est acclamé par tous sa présomption d'innocence, à quoi les gens du café de Campagnol font observer qu'en matière de présomption, ce crétin connaissait déjà un rayon. Et puis, il y a un type qui a ajouté, n'empêche, la petite de la maison de pays, là, j'aurais bien craqué aussi, parce qu'il a bon goût, le type. Et un troisième a dit, là je cite, j'ai rien contre les élus qui se payent des putes, sauf quand c'est nous qui les payons. Abonnez-vous, merci. L'officier pressenti pour commander la promotion 2019 de l'école polytechnique a eu la mauvaise idée d'évoquer sur son profil Facebook l'attaque terroriste du Bataclan, le mariage pour tous ou l'avortement. Que n'avait-il dit ou pensé le pauvre homme au pays de la liberté macronienne? Comment pouvait-il s'opposer ainsi à la pensée dominante? Autant dire qu'il signait son arrêt de mort. L'administration de l'école a effectivement choisi d'écarter ce dangereux citoyen. Cela, c'est le régime Macron. Le régime Macron, régime amincissant pour nos porte-monnaies, pour nos valeurs, pour nos familles, impose sa loi avec une systématicité qui force l'admiration. On en viendrait presque à regretter les grandes heures de la Mitterrandie ou du hollandisme. Le régime Macron s'attache à éliminer, à marginaliser tout ce qui ne rentre pas dans les cases.
Il ne faudrait surtout pas confier un quelconque honneur, une quelconque responsabilité à quelqu'un qui ne souscrirait pas en bloc à la pensée autorisée. Et pour être bien sûr et certain qu'à l'avenir ne se présentera plus aucun esprit libre susceptible de développer une pensée alternative, Macron et ses soutiens énamourés sabotent maintenant les formations supérieures. Le concours du Sciences Po va être supprimé, raouste le concours, cela en 2021 je crois, tandis qu'un cours intitulé « Macron » y sera dispensé et « in English, please ». Quant à Polytechnique, elle a mis en place un cours Asset Management, gestion d'actifs, en partenariat avec la banque Rothschild, l'ancien employeur à Manu. L'on ne sait pas si les polytechniciens vont continuer à défiler sur les champs, au pas, mais ce qui est sûr, c'est que notre pays est dramatiquement mis au pas en ce moment. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.